Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle review de ma série consacrée aux films de la licence Pokémon. Aujourd'hui, on va s'attaquer au 9e film qui est sans doute encore aujourd'hui le plus beau et le plus émouvant de toute la franchise à mon sens. Comme je vous l'avais décrit lors de ma review du précédent film, nous sommes actuellement dans l'âge d'or de l'anime de Pokémon, avec l'excellente saison du tournoi extrême qui bat son plein en parallèle. Et d'ailleurs, comme le précédent film encore une fois, j'ai découvert celui-ci totalement par hasard. Et oui, car encore une fois, je me suis simplement baladé à mon Super U et le DVD du film était là. Et dans mes souvenirs, c'était seulement quelques semaines, voire tout au plus quelques mois après celui de Lucario. Et autant je vous disais la dernière fois que ce dernier m'avait mis une petite claque car je ne m'attendais pas à une telle surprise, autant celui-ci m'a tout simplement détruit. Mais j'imagine que je ne suis pas le seul. Vous n'imaginez pas combien j'aime ce film, j'en ai carrément un poster dans ma chambre bordel, c'est vous dire à quel point. Et j'ai tellement, mais alors tellement attendu ce moment de pouvoir enfin vous en parler sur cette chaîne depuis plus de 10 ans maintenant. Et cela pour tellement de raisons différentes que je me dois de vous partager ici dans cette review. Et j'espère de tout cœur que cette dernière vous plaira, que vous ressentirez tout l'amour et la passion qui me sont transmis de par ce film. Ceci étant dit, rentrons sans plus tarder dans le vif du sujet. Il est enfin grand temps pour moi de vous partager mes différents avis sur ce merveilleux film. Commençons donc plutôt tranquillement en abordant le personnage de Jackie, celui-ci faisant ainsi écho au titre du film, à savoir Pokémon Ranger et le Temple des Mers. Bien évidemment, l'anime servant aussi de promotion au jeu, la série des jeux Pokémon Ranger aura subi quelques mises en avant au sein de ce dernier via le biais de quelques épisodes, souvent des doubles d'ailleurs. Et pour le coup, peu de jeux spin-off de la licence peuvent se vanter d'avoir eu droit à un tel traitement de faveur, ce qui est quelque peu dommage au passage, mais bon, ça n'est pas le sujet. Personnellement, j'aime beaucoup la série des jeux Pokémon Ranger, et si jamais vous n'y avez jamais joué, eh bien je ne peux que vous conseiller de les essayer par vous-même. Et alors qu'on avait eu le droit à une première promotion des jeux grâce au personnage de Solana lors de la saison 9, ici c'est donc Jackie qui va prendre le relais et dans un cadre plutôt similaire puisque lui aussi reprendra une mission que le personnage doit effectuer dans le jeu. En effet, et même si j'imagine que la plupart d'entre vous sont déjà au courant, il existe dans le premier jeu Pokémon Ranger une mission événementielle permettant ainsi de récupérer un œuf de Manaphy, qui peut ensuite être transféré jusqu'à vos jeux de la 4ème génération. Mais attention, ne vous y trompez pas, Jackie n'est pas seulement là pour apporter une histoire à ce film sous prétexte de reprendre sa mission du jeu, bien au contraire. C'est un personnage que je trouve tellement charismatique à vrai dire. Il arrive non seulement à détendre l'atmosphère avec un ton d'humour maîtrisé avec brio, mais surtout il apporte avec lui une touche de maturité, de rigueur et même de sagesse par moments dont un film comme celui-ci a clairement besoin selon moi. Preuve étant que c'est notamment lui qui veut constamment séparer Manaphy et Flora, car il sait pertinemment d'avance que s'ils se rapprochent trop, la séparation n'en sera que plus dure pour eux. Au final, il voulait simplement nous éviter à tous de souffrir en fait, tout simplement. Spoiler, ça n'aura finalement pas marché. Et puisque l'on y vient, et sachant que c'est inévitable, allons-y directement. Il est enfin temps pour moi d'aborder le cas de Flora et Manaphy. Alors, avant de rentrer plus en détail sur ce point, je pense qu'il est important de préciser que Flora est mon personnage préféré de l'anime de Pokémon en dehors de Sacha. Je trouve sincèrement le personnage incroyable, surtout dans son évolution. Alors je sais que ça peut paraître étrange de dire ça, vu que l'on parle de Pokémon et que c'est un animé ciblant un public plutôt enfantin de base, mais comme j'aime à le rappeler, ce n'est pas parce qu'un animé cible un jeune public qu'il ne va pas être travaillé pour autant. Et il en va de même pour les personnages de ces œuvres en question. Flora, c'est littéralement le personnage qui ne part de rien. Elle ne savait pas ce qu'elle voulait faire, elle n'aimait même pas les Pokémon à la base, et techniquement, on ne peut même pas dire qu'elle surfera sur la vague d'Ondine, vu que cette dernière n'aura pas vraiment été pertinente en tant que personnage, ne nous mentons pas. A vrai dire, beaucoup de gens à l'époque étaient même frustrés de voir Ondine se faire ainsi remplacer par Flora en tant que nouvelle fille du groupe des héros. Alors forcément, voir un tel changement après tant d'années, c'est quelque peu compréhensible. Mais voilà, Flora a vraiment dû faire ses preuves, elle n'avait rien pour elle, hormis le support de son jeu et encore. Et pourtant, elle a clairement réussi à atteindre les sommets selon moi. Et cela est certainement dû au fait que Flora n'est pas qu'une simple remplaçante pour Ondine, bien au contraire. Au fur et à mesure des saisons, elle aura finalement son propre objectif, qui était d'ailleurs assez novateur à l'époque, mais aussi son développement sur le long terme, passant même par plusieurs phases de doute. Bref, elle aura clairement réussi à s'imposer en tant que personnage à part entière auprès des fans. Et il est bon de rappeler que nous sommes dans la génération Advance, cette dernière proposant ainsi un film pour chacun des personnages du groupe des héros, hormis Pierre pour qui cette génération sonne plutôt comme le début de la fin malheureusement. Cette même génération, atteignant ainsi son pinacle d'écriture lors de sa dernière saison, c'est donc enfin à Flora d'avoir droit à son long métrage, afin de conclure au mieux son histoire et pouvoir ainsi briller une dernière fois en concrétisant pour de bon sa présence à la table des grands personnages de cette licence. Mais bien sûr, si Flora brille autant au travers de ce film, c'est en grande partie grâce à Manaphy, et inversement d'ailleurs. Les deux se rapprochent tellement, leur relation s'accentuera de plus en plus au fur et à mesure du film, et cela dès le début, à tel point qu'ils finiront même par se compléter eux-mêmes au final. Concernant Manaphy d'ailleurs, j'apprécie véritablement son développement, ayant presque lui aussi, comme Lucario, l'apparence d'une sorte de parcours initiatique au final. On insiste assez à sa naissance, et n'oubliez jamais qu'un Pokémon prend très souvent la première personne qu'il voit pour sa mère. C'est donc littéralement un enfant qui va ainsi nouer des liens avec sa présumée mère, mais qui a un rôle bien défini.
C'est dans cette optique qu'il fera donc ses preuves, premièrement en ramenant le bandana de Flora tombé à l'eau, représentant ainsi son lien avec elle ainsi que sa débrouillardise, mais surtout en voulant sauver le temple, prouvant de cette manière qu'il est prêt à assumer son rôle en tant que prince des mers. Un détail que j'aime énormément d'ailleurs, c'est que les personnages eux-mêmes sont parfaitement conscients du rôle de Manaphy, car comme Jackie le dit si bien dans ce film, Flora, Manaphy est le prince des mers et son destin est de devenir le chef de tous les Pokémon du temple des mers. C'est la loi de la nature, Flora. Mais malgré cela, quand vient le moment des adieux, on ne peut pas s'empêcher d'avoir nous aussi le cœur brisé comme eux, tout simplement car nous nous sommes attachés à eux, et c'est normal. Mais selon moi, il ne faut pas oublier que tout cela fait partie du voyage. Faire des rencontres, s'attacher à des gens, avoir des moments de partage et de complicité, puis finalement on se sépare et chacun part dans sa direction. Ironiquement, c'est donc ça le plus beau et à la fois le plus triste là-dedans. Et ce n'est clairement pas aussi niais qu'on pourrait le croire, au contraire c'est finalement très humain je trouve. Car quelque part c'est l'histoire d'une mère et de son fils qui se rencontrent, mais qui doivent aussitôt se séparer. Et ça peut paraître idiot vu le contexte, j'en ai bien conscience, mais c'est comme ça que je perçois ce film personnellement, car c'est un propos qui résonne énormément en moi. Vous savez, lorsque j'étais petit, j'ai été placé en famille d'accueil pour diverses raisons pendant plusieurs années, et j'étais justement moi-même séparé de ma propre mère. Alors je la revoyais de temps en temps certes, mais c'était très court et occasionnel. Et je ne vous cache pas que les moments où j'allais la retrouver étaient les plus joyeux, mais à l'inverse, le moment de partir était toujours très douloureux. Et à cette période, lorsque je rentrais chez ma famille d'accueil après une journée passée avec ma mère, j'avais l'impression qu'on m'arrachait le cœur. Et la seule et unique chose qui me permettait de rentrer dans une bulle, pour ainsi faire évacuer ma tristesse et sécher mes larmes, c'était l'animé de Pokémon justement. Et je vous le donne en mille, oui nous étions pile au moment de la génération Advance. Encore une fois, ça peut paraître idiot, je sais, mais vous n'imaginez pas à quel point ça m'a aidé à tenir dans ces moments difficiles. Encore aujourd'hui, cette génération a une place toute particulière dans mon cœur grâce à cela, car j'estime que c'est ce qui m'a permis de surmonter cette épreuve de la vie. Alors forcément, tomber quelques années plus tard sur ce film, proposant un contexte quelque peu similaire dans l'idée, mais surtout se déroulant dans cette même génération, oui, forcément ça résonne plus que fortement en moi, comme vous pouvez vous en douter. Par conséquent, je ne vous cache pas que la scène des adieux est vraiment horriblement dure à regarder pour moi. Le discours entre Flora et Manaphy, l'acting des personnages et des doubleurs en plus, les couleurs, l'OST, toute cette mise en scène est un chef-d'œuvre, ni plus ni moins. Et le pire, c'est le générique de fin qui se lance juste après cette scène et qui t'achève pour de bon à coup sûr. Vous savez, je ne suis clairement pas quelqu'un de sensible ou qui peut lâcher une larme facilement, et encore moins devant des œuvres fictives, bien au contraire. Pour vous dire, ça n'est jamais arrivé sur toute la licence de Yu-Gi-Oh! Et même Pokémon, ça doit se compter sur les doigts d'une main. Et c'est certainement parce que le propos me parle très personnellement certes, mais ce film a clairement le don de me faire craquer, et cela quasiment à chaque fois. Je ne peux pas m'empêcher, lorsque je vois Flora dans le générique de fin, de me sentir extrêmement triste pour elle. On sent à ce moment-là qu'elle est volontairement en retrait, comme si elle était encore en train de faire son deuil. Encore une fois, ça peut paraître ridicule, certes, mais c'est comme ça que je vois la chose personnellement, et ça me prend vraiment aux tripes car je trouve ça très touchant et horrible à la fois. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce film effectue un parallèle plutôt amusant avec le 6ème. Ce dernier est centré sur Jirachi, met en avant Max, alors que celui-ci est centré sur Manaphy, met en avant sa sœur Flora. Mais il faut aussi prendre en compte le fait que le 6ème film est le premier de la génération Advance, et si vous tournez le chiffre 6, vous obtenez 9, à savoir le film concluant cette même génération. Mais ça ne s'arrête pas là, bien au contraire, car dans le schéma narratif aussi ils sont similaires. Les deux personnages vont ainsi se rapprocher d'un Pokémon fabuleux, très mignon, ayant la capacité de parler, mais surtout ils sont voués à se séparer d'eux car leur rôle l'oblige. Alors bien sûr, le hasard n'existe pas ici, mais je trouve l'idée très amusante personnellement. Mais malgré cela, il y a une différence majeure entre les deux films à mon sens. Je parle non seulement de leur développement, mais aussi et surtout de leurs impacts. La séparation entre Max et Jirachi est triste certes, mais Max termine le film avec une belle morale de son côté. En plus de cela, il y a un petit moment entre la séparation et la toute fin du film, histoire de calmer le jeu et de finir sur une note un peu plus légère. Sauf que ça n'est absolument pas le cas pour sa sœur. Flora, elle, doit faire ses adieux à Manaphy et c'est terminé, le film se conclut par cette scène. Il n'y a donc pas de morale à proprement parler pour ce moment précis, ce n'est que de la tristesse. D'ailleurs, petite mention spéciale à Max justement qui demandera à sa sœur si elle tient le coup après tout ça. Et évidemment, cette dernière lui répondra que non, elle ne va pas bien. Et c'est tellement impactant, ça fonctionne tellement bien. Encore une fois, on aurait complètement pu assister à une réponse très niaise du style « Ne t'inquiète pas, ça va aller », histoire d'attendrir un peu la scène. Sauf que non, personne ne peut se porter bien après une telle déchirure émotionnelle, et c'est parfaitement logique. Bref, comme vous le voyez, les deux films partagent un schéma très similaire, et j'aime beaucoup cette idée et le symbolisme derrière. Mais c'est aussi à mon sens, grâce à cette maîtrise du détail surpassant de très loin l'autre, que je trouve ce film parfaitement réussi dans son ensemble. Concernant le film dans son ensemble justement, je me dois de revenir sur la réalisation du film en général. Dans sa globalité, mais surtout au niveau visuel, que ce soit la photographie, les couleurs, les plans, le film est vraiment magnifique visuellement parlant, il faut se le dire. L'architecture du Temple des Mers également, même si j'aime surtout les idées rassemblées autour de ce dernier.
Par exemple son inspiration reprise de l'Atlantide bien sûr, une légende qui m'a toujours fasciné personnellement. Mais aussi son lore, ce qu'il représente, à savoir une sorte de sanctuaire mystérieux conçu pour abriter les Pokémon eau, et en particulier les Manaphy, et cela grâce à son lien avec le peuple des mers. Manaphy qui prendra encore une fois les responsabilités de son rôle de prince des mers d'ailleurs, pouvant ainsi diriger les autres Pokémon aquatiques. Ce qui nous donne droit à cette fameuse scène dans laquelle il chante afin d'apaiser la confusion de tous les Pokémon provoqués par Fantôme, mais littéralement la scène d'après, il leur ordonne à tous d'attaquer son navire. Et franchement, à chaque fois ce passage me fait rire tellement on passe d'un extrême à l'autre, de la douceur à la violence. Bref, un sanctuaire donc, et qui manquera de couler d'ailleurs. Et personnellement, j'ai la phobie des fonds marins. Alors oui, c'est très con, mais du coup je trouve certains passages du film très anxiogènes. Mais en soi c'est une bonne chose selon moi, parce que du coup la pression du climax, cette espèce de compte à rebours naturel au final, fonctionne super bien sur quelqu'un comme moi tellement je trouve ça oppressant, et tant mieux pour le coup. Mais c'est justement là on arrive au point du film qui divise pas mal de gens, à savoir le traitement de Sacha. Comme pour le 6ème film, Sacha est cette fois-ci pas mal mise en retrait, car c'est Flora qui endossera le rôle de personnage principal ici. Cependant, afin de sauver le temple, Sacha reprendra son statut de héros habituel, et c'est donc lui qui obtiendra le titre de roi des mers. Et je sais que beaucoup de gens ont du mal avec cette idée, tout simplement car il a techniquement volé la vedette à Flora au dernier moment, et très sincèrement je peux parfaitement le comprendre. Mais personnellement, et pour être totalement honnête, ça ne me dérange pas tant que ça. Flora est déjà mise en avant tout au long du film sur le côté relationnel qu'elle entretient avec Manaphy. Alors quand il faut passer à l'action, oui Sacha est techniquement le plus qualifié pour jouer les héros dans ce genre de situation, c'est un fait. Et même si c'est dommage, ça ne remet pas en question le reste du film selon moi. Et pour ne rien vous cacher, j'en éprouve même un certain plaisir. Je veux dire, en tant que fanboy absolu du personnage, le voir de façon si héroïque de la sorte, au point même de retourner sa casquette, mouvement iconique qu'il n'avait plus réalisé depuis très longtemps à l'époque. Je suis obligé d'admettre que oui, c'est une séquence que j'apprécie bien malgré tout. Hormis cela, vous m'envoyez navré, mais je n'ai pas grand chose à dire concernant le personnage de Fantôme. J'adore ce film, hein, mais lui c'est plus que compliqué. Alors je ne vais pas vous mentir, il me fait tout de même bien rire et j'adore ses phrases, qui sont d'ailleurs inspirées de Tuco Ramirez, du célèbre film Le Bon, la Brute et le Truand. Mais ne nous mentons pas, c'est un antagoniste juste parce qu'il en fallait un, et même si au final ce n'est qu'une espèce de gros bouffon, il est l'un des seuls points importants du film à ne pas briller justement, donc clairement pour moi ça n'est pas bien grave. J'admets cependant avoir beaucoup de mal vis-à-vis du pouvoir obtenu par Sacha en remettant la couronne des mers en place. Un pouvoir permettant visiblement de voler, de respirer sous l'eau, qui peut se transmettre aux autres également, mais qui n'agit que pendant une durée limitée semblerait-il. J'avoue ne pas comprendre pourquoi, ni même l'intérêt au final, mais bon, j'imagine que c'est simplement afin de pouvoir célébrer avec le peuple des mers, histoire de détendre l'atmosphère entre le climax du film et la scène finale qui arrive juste après. Donc pourquoi pas après tout, mais ça reste tout de même très confus à mon sens. Au niveau des anecdotes autour de ce film, autre que personnellement, ce dernier en contient mine de rien assez peu, mais vous allez voir qu'elles sont tout de même assez intéressantes, en tout cas à mon sens. Premièrement, il faut savoir que ce film est le dernier de la licence à avoir été animé par ce que l'on appelle le processus de celluloïd, et donc à la main. Et pourtant, la série elle-même était déjà depuis longtemps passée à l'étape du support numérique, notamment à partir de l'épisode numéro 261, nommé Le doux parfum de l'amitié. Mais sachez également qu'il s'agit du premier film de la licence Pokémon pour lequel aucun des Pokémon mis en avant n'est un type psy. Et oui, car dans le troisième film, c'est littéralement Zarbi et non Entei malgré les apparences. Et de même concernant le précédent, puisque Mew est lui aussi au cœur de l'intrigue, en plus de Lucario. Je trouve ça mine de rien assez fou comme constat au final. À chaque fois, il y aura eu un Pokémon de type Psy sur le devant de la scène, c'est dingue. Autre petite anecdote assez insolite, mais sachez qu'à 2 reprises dans ce film, il est fait mention de diamants et de perles, en tant que simple trésor bien sûr. Cependant, dans la version américaine du film, lorsque Jessie prononce ces mots, Miaou s'enchaîne derrière en disant que ça fera un bon titre pour des jeux. De même lors de la seconde évocation, suite à laquelle Miaou répondra « Finissons d'abord cette saison », faisant bien évidemment, et vous l'aurez tous compris, référence au fait qu'il s'agisse ici du film de la saison 9 et que la saison 10 débute la génération de diamants et perles. Malheureusement pour nous, dans la version française, Jessie prononce bien les termes de diamants et perles, mais Miaou ne brise pas le 4ème mur contrairement à la version américaine. Certainement car vu que chez nous le film est sorti en 2008, la 4ème génération était déjà bien présente et non pas à venir. Au passage, saviez-vous qu'à la fin de la diffusion japonaise de l'épisode Pokémon Ranger La crise de Deoxys, autrement appelé chez nous le visiteur de l'espace, un teaser exceptionnel du film était diffusé, contenant des scènes qui n'ont justement pas été reprises dans le rendu final du long métrage. On pouvait notamment y voir Sacha se faire remporter par des flots, ou encore les bracelets de Flora Elisabeth briller à l'unisson, ainsi qu'une architecture relativement différente pour Samaya, le temple des mers. Et enfin, une scène de nuit dans laquelle Kyogre remonte à la surface, avant de replonger sous l'océan. Et si jamais vous n'étiez pas au courant, laissez-moi vous dire que ce genre de teaser contenant des scènes qui ne seront au final jamais utilisées est mine de rien assez fréquent, surtout dans le cadre des films de Pokémon, bien malheureusement. Et enfin, pour finir, ce film est-il considéré comme étant canon? Eh bien malheureusement non. Ou plutôt, on ne sait pas vraiment.
Manafi n'étant jamais réapparu dans l'anime jusqu'ici, nous n'avons pas de moment où Sacha le reconnaît ou au mieux une quelconque mention liée au film. Cependant, on peut tout de même noter que lors d'un épisode de la saison 9, Pierre et Max reconnaissent un Pijaco et techniquement le seul qu'ils ont vu est celui du film. Mais il faut prendre en compte le fait que Max et Pierre sont tous les deux des grands connaisseurs de Pokémon, ce qui insinue qu'ils peuvent simplement l'avoir vu dans des livres ou autres. Bref, comme vous le voyez, il n'y a malheureusement pas de réelle preuve tangible que ce film soit considéré comme canon à la série, ce qui me frustre énormément pour tout vous dire. Bien sûr, ce film m'a tellement touché que j'ai envie de revoir Flora aux côtés de Manafi, ou au moins qu'il y soit fait mention lors de l'un de ses retours. Et croyez-moi bien que si jamais ça arrive un jour, ça risque de faire très mal, mais dans le bon sens du terme, bien entendu. Pour conclure cette vidéo, je sais que ça peut paraître idiot dit comme ça, mais je m'estime réellement heureux et chanceux d'avoir pu assister à un tel film concernant l'une de mes licences favorites. Et vous savez, c'est plutôt ironique au final, mais à chaque fois que je revois ce film, c'est à la fois un plaisir coupable et une véritable torture sentimentale. Et bien évidemment, j'ai à nouveau revisionné ce film afin de pouvoir préparer cette vidéo dans les meilleures conditions, même si à force, je ne le connais que trop bien. Et je vais être totalement transparent avec vous, j'ai rarement trouvé que faire des vidéos était quelque chose de particulièrement compliqué, surtout dans mon cas. Mais celle-ci est certainement l'une des rares exceptions, et vous savez désormais pourquoi, vous savez désormais tout ce que ce film représente pour moi. Et croyez-moi sur parole, ça me fait réellement plaisir de pouvoir partager cela avec vous, car au final, on parle de Pokémon tout simplement. Ainsi, au risque de me répéter une énième fois, avec ce film, nous sommes en plein milieu de l'âge d'or des films de Pokémon selon moi. Et si la fameuse génération Advance occupe déjà une place très particulière dans mon cœur, parmi les 4 films qui composent cette dernière, celui-ci résonne comme une conclusion parfaite, lui permettant ainsi d'atteindre sa totale maturité narrative à mon sens. Pour moi, ce film est une véritable lettre d'amour pour les fans de cette génération dont je fais définitivement partie, en plus de permettre à cette dernière de tirer sa révérence avec un clap de fin proche de la perfection. Il y a 2 types d'hommes sur cette planète, ceux qui ont un cœur et ceux qui n'en ont pas. Et vous alors, qu'avez-vous à me partager vis-à-vis de ce merveilleux film? Peut-être à l'inverse, faites-vous partie de ceux qui ne l'apprécient pas plus que ça au final. Dans tous les cas, je serais sincèrement ravi d'en débattre avec vous dans l'espace commentaire, alors n'hésitez pas à me partager vos avis, dans le respect de chacun bien évidemment. En attendant, j'espère sincèrement que ma review sur ce film vous aura plu, et j'y ai mis beaucoup de moi-même car cela me tenait à cœur pour rendre honneur à un tel film, alors j'espère vraiment que le résultat final vous satisfera autant qu'à moi. Et n'oubliez pas, 2 entités qui n'auraient jamais dû se rencontrer ont traversé la faille espace-temps. Le résultat de cette rencontre sera la destruction.